il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Plus spécifiquement, le retrait des 3 pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en œuvre de la force régionale en attente de la CEDEAO que le ministre de la Défense de nos États membres vient de convenir d'activer. Le retrait des 3 pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale, dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien des blocs en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations Unies et des organismes similaires. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces 3 pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Ainsi, ces 3 pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle régionale. Moussa Savadogo, vous qui êtes un spécialiste de la communication, quand on écoute le président de la commission de la CEDEAO, c'est clair qu'il ne parle pas aux chefs d'État, il parle aux opinions publiques de ces pays-là. C'est à eux qu'il s'adresse. Oui, bien sûr, et parce que les chefs d'État qui ont pris la décision, j'imagine qu'ils savent les conséquences de leur décision. Mais là, le président de la commission s'adresse effectivement aux populations. C'est une manière de dire aux populations, voici les conséquences possibles. Maintenant, en termes de communication, personnellement, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est une manière de... C'est comme s'il veut faire peur aux populations. Une tentative d'intimidation. Bon, je ne sais pas si... Mais en tout cas, il veut semer la peur pour dire vous allez perdre vos privilèges. Alors que la question du visa, c'est vrai, c'est une question sérieuse. Mais on prend le problème de la Côte d'Ivoire. Combien sont-ils des ressortissants non membres de la CEDEAO qui vivent en Côte d'Ivoire? Oui, il suffit de respecter les lois. Peut-être qu'il y aura des désagréments par rapport à nos parents qui sont là-bas. Ils vont payer les cartes de séjour et consorts, mais c'est pas la première fois qu'on paye des cartes de séjour. Quand on regarde l'histoire de nos parents là-bas. L'autre élément, les voyages, ils n'auront plus besoin de visa. Ils auront besoin de visa. Mais je suis désolé, combien sommes-nous qui voyageons dans des pays non membres de la CEDEAO, qui payons les visas et consorts? Donc je trouve que c'était peut-être une communication pour faire peur, alors que le moment était tellement grave que peut-être qu'on aurait pu peut-être trouver une manière de communiquer et de s'adresser directement aux chefs d'État. Parce que ce qui se passe là, c'est que ce discours vient dire, enfin, contrairement à ce que le président Faye a dit quand il est passé ici, le président sénégalais, il a compris des choses et que les portes sont fermées, mais il y a encore des fenêtres qui sont ouvertes qu'on peut négocier. Et je pense que peut-être que le discours serait allé dans ce sens-là de l'apaisement. Je pense que ce serait beaucoup plus porteur. Parce que là, le sentiment, et d'ailleurs au Burkina Faso, la réaction sur les réseaux sociaux a été automatique.
c'est que on veut nous intimider, on veut nous faire peur, on veut nous punir parce que nous ne voulons plus de la CEDEAO. Et je pense que ça risque de braquer les opinions publiques contre la CEDEAO. Les opinions, ça risque encore de renforcer le soutien de ces opinions-là vis-à-vis des présidents qui ont décidé. Même ceux qui étaient un peu récalcitrants, ils vont dire, bon, voilà. On nous a tous mis dans le même bateau maintenant. Il y a une punition collective. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça, je trouve que la communication serait plutôt aller vers le sens de dire aux différents pays, on vous a compris, vous avez raison, mais il y a des faisceaux d'espoir qui existent. Est-ce qu'on ne peut pas continuer dans ce sens-là? Et je pense que c'est peut-être pour ça, parce que à la fin, même le communiqué final de la CEDEAO, finalement, c'est quoi? Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la mise sur pied des médiateurs. Pour dire, il faut qu'on aille les rencontrer. On va les discuter avec eux. Donc, je pense qu'il y a comme là un discours où les chefs d'État ont dit, on va apprendre langue avec nos pères qui sont partis, et on a le président de la commission qui dit, moi je m'adresse aux populations pour les faire peur, peut-être espérant qu'ils peuvent changer quelque chose, mais je pense que personnellement cette sortie-là en matière de communication, on aurait pu faire mieux. En matière de communication, Dacier Bendouté, on vient d'entendre Moussa Sawadogo qui a minimisé un peu les conséquences égrenées par le président de la commission de la CEDEAO, mais pour être honnête, il faut dire qu'il va y avoir quand même des désagréments. Si, pour me rendre en Côte d'Ivoire, en partant du Burkina Faso, il faut que je paye un visa, la même chose pour le Togo, la même chose pour le Sénégal, pour le Bénin, ça va créer un problème en termes de libre circulation des biens et des personnes auxquelles nos populations sont habituées depuis plusieurs années maintenant. Oui, vous savez, nous sommes dans le cas de la roussette qui est perchée dans l'arbre et il dit il est fâché que Dieu l'a pas mis avec les autres. Il s'est fâché, il dit qu'il va pisser sur Dieu. Il a pissé, ça s'est retombé sur lui-même. C'est ça qu'on est avec la CEDEAO, c'est ce qu'on vit. Et la CEDEAO a oublié que le Bénin, le port de Cotonou a presque fermé parce que le Niger n'utilise plus ça. Le Nigeria connaît aujourd'hui combien de problèmes économiques. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire, ça fait combien d'années on paie, les gens vivant en Côte d'Ivoire, les étrangers paient des taxes. Et tout dernièrement, ils ont réactivé une loi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle en termes de communication, c'est ce que je dis toujours, nous les nègres, c'est pas la peine, surtout nos leaders. Quand on a des leaders qui ne sont pas cultivés, c'est grave. Et ça fait honte à l'Afrique. Moi, quand je l'ai vu prononcer ça, je dis, mais lui là, et puis même c'est un docteur. Vous voyez, monsieur Dapa, il faut être frontal. Il n'y a pas de honte ou bien de dire qu'il faut aménager quelqu'un. Nous sommes dans un contexte où nous, les Noirs, partout dans le monde, nous sommes vus comme des immigrés. Et une personnalité comme ça vient dire en Afrique que les gens auront des problèmes de voyage et d'immigration pour créer une entreprise. Vraiment, c'est honteux pour nous les Africains. C'est très honteux. Et des gens là comme ça, là, vous les voyez comme ça, ils ont tous les enfants ici en Amérique, en Europe en train d'étudier. Et ils sont là, ils commettent des bêtises comme ça au nom de toute l'Afrique noire. Regardez l'élection en France, l'immigration, le racisme. Et ce sont nos leaders comme ça qui sont assis en Afrique, qui racontent des trucs comme ça, devant même ces mêmes leaders européens qui sont venus s'asseoir à la CEDEAO là-bas pour le sommet. C'est honteux. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, il faut connaître l'Afrique. Lui là, regardez même une personnalité internationale, sous-régionale, qui aborde l'immigration, alors qu'en France actuellement, l'immigration a été invitée dans les débats pendant les élections. Et nous, les Africains, on s'humilie avec l'immigration dans notre propre Afrique. Vous voyez, qui va nous respecter? Qui va nous respecter? Maintenant, il parle de la création d'entreprises. Il y a combien de Burkinabés, d'Africains aux États-Unis qui ont des entreprises? Il y a combien de Burkinabés, d'Africains, des gens de l'AES et d'autres Africains qui ont des entreprises en Chine, qui vont en Turquie, à Dubaï? Il y en a combien qui ont des entreprises en Europe? Et si c'est entre nous, Africains, là, ils vont venir dire ça. Vous voyez, et je ne sais pas pourquoi ils lisent tout ça, mais on a comme l'impression que c'est des discours qu'on a écrits, les données. Entre nous là même d'abord, le Burkina Faso seulement, avec le port d'Abidjan, si le Burkina n'utilise pas, la Côte d'Ivoire fait quoi? La Côte d'Ivoire fait quoi? Donc moi je pense que d'entrée de jeu, il faut que l'AES évite de rentrer dans un ping-pong avec la CEDEAO.
Et il faut éviter aussi de rentrer en concurrence. Il faut travailler. Si l'AES travaille, les autres peuples même marcheront pour dire que non, nous voulons que notre pays les rejoigne. Parce que pourquoi? Vous voyez ce qui vient de se passer. Le problème qui se pose en Afrique, c'est quoi? On n'est pas visionnaire. On n'est pas visionnaire. Et c'est ça qui fait que les gens ne nous respectent pas. Cette crise, ils viennent de nommer des médiateurs. Alors que la CEDEAO oublie ce qu'elle a fait au Niger. Même si le Mali et le Burkina Faso veulent repartir à la CEDEAO, je vous dis que le peuple nigérien va prendre le leader nigérien qui va les reconduire à la CEDEAO. Je vous le dis aujourd'hui. Il n'y a pas ce président-là qui viendra au Niger et reconduire le peuple nigérien dans une institution comme la CEDEAO. Et pourquoi? Il faut être réaliste. Non. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu? Pourquoi? Parce que vous savez ce que le Niger a subi. Et je suis d'accord avec le président Ibrahim Traoré quand il aborde la question de la communication. C'est parce que les Africains communiquent très mal. Combien de morts il y a eu au Niger? Combien de morts il y a eu? Médicaments ne rentrent pas, on a coupé l'électricité. Vous prenez le Bénin. Si on avait une presse aussi libre, on devait faire des reportages sur le Bénin pour voir la santé économique du Bénin. À cause de quoi? La CEDEAO. Surtout que le Nigeria a trahi le Niger, qui devait construire un barrage pour avoir son électricité. Mais ils ont dit non, on va vous fournir. Donc, vous envoyez des médiateurs et vous sortez, vous menacez, vous humiliez même toute l'Afrique. Donc moi, je pense que là où nous sommes actuellement, moi, j'appelle tout un chacun de nous à se faire respecter. Vous voyez, l'Afrique aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Et ce que la CEDEAO a fait, elle ne fait que continuer de mal en pire. C'est pas joli. C'est pas joli qu'on fasse de ce que vous dites, Dacier Benouté, quand je résume votre propos, c'est qu'il y a une telle interdépendance économique, mais aussi culturelle, le brassage des populations, que l'instauration de ces visas ne marchera pas. C'est ce que vous dites, si je vous comprends bien. C'est pas que ça ne marchera pas et ça n'a pas de sens. Je vous prends un exemple. Prenez le Niger même et le Nigeria. Est-ce que les gens savent ce qui lie le Niger et le Nigeria? C'est le même peuple. Vous prenez aussi de l'autre côté le Niger et le Bénin. Oui, Dacier, ce que vous dites, je vous comprends, vous dites que ça n'a pas de sens, mais vous savez que ce n'est pas toujours que nos leaders prennent des décisions sensées. Et cette décision-là, elle peut être prise. Konaïssa, ce que je voudrais, oui. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Dacier? Est-ce que véritablement, cette instauration des visas qui viendra entraver la libre circulation des biens et des personnes, qui fait peur, il faut le dire, à beaucoup de populations des pays de l'AES, qui se posent des questions, qui s'interrogent, est-ce que cette libre circulation, si elle est entravée, elle va créer d'énormes problèmes aux populations de ces pays de l'AES? Bon, je me demande si réellement cette décision fera peur à la population de l'AES. Bon, c'est la grande question que je me pose. Ça ne fera aucunement peur à quelqu'un ici. Bon, et je rejoins Dacier de Benouté pour dire qu'en réalité, ces peuples qui sont là, le Niger et le Nigeria, c'est le même peuple, et personne n'est là pour dire réellement à quel moment qui va où. Et si on veut aller encore sur le plan institutionnel, mais il y a le principe de réciprocité. Est-ce que le Nigeria, ou bien le Bénin, ou bien le Togo, ou bien la Côte d'Ivoire, est-ce que ces pays-là peuvent dire clairement que, en réalité, aucun Ivoirien n'aura pas besoin de venir faire des affaires au Burkina Faso? Donc, à ce moment, il y a le principe de réciprocité aussi qui va se poser. Alors, nous aurons aussi notre système, nous aurons aussi pris notre décision, voilà, pour contrer, bon, cette décision prise. Mais en réalité, je voudrais revenir un peu en arrière, voilà, pour dire que, à travers la déclaration du président de la Commission de l'Union européenne, de l'Union africaine, disons de la CEDEAO, et j'ai perçu des lamentations et puis des menaces. Des lamentations. Ok. Si réellement il se trouve que nous sommes un pays, nous sommes des pays pauvres, s'il se trouve, s'ils pensent réellement que nous n'avons aucun poids, nous ne comptons pour rien, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait courir autant la CEDEAO? Qu'est-ce qui l'a fait courir autant?
Alors, c'est pour cela que je parle de lamentation. Bon, maintenant, lorsque je parle des menaces, c'est ce que vous venez de dire tout de suite. Ce que vous dites, ça connaissait que si instauration de visa il y a, cela ne va pas impacter que les peuples de l'AES, mais les peuples aussi de la CEDEAO. Je veux dire, si un Ivoirien veut venir au Mali, au Burkina Faso et au Niger, lui aussi, il devra payer un visa pour pouvoir entrer. Donc, c'est une décision qui va avoir un impact et sur les peuples de l'AES, mais aussi sur les peuples des pays de la CEDEAO. Et là, ça complique la situation et la donne. Vous avez parlé de mesures de réciprocité. Vous avez voulu ajouter quelque chose à votre argumentaire? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que peut-être qu'il ne faut pas qu'on aille avec trop de précipitation. Parce que ce que le président de la commission de la CEDEAO a dit, même si je trouve qu'il a très mal communiqué, c'est-à-dire, je pense qu'il a égrené un certain nombre de choses qui pourraient se passer parce qu'on n'est plus membre de la CEDEAO. Mais ça ne veut pas dire que ça va se passer. Parce que la CEDEAO et l'AES peuvent entrer dans une nouvelle forme de collaboration ou de négociation. Et personnellement, c'est comme ça que je comprends la mission des médiateurs qui vont venir. Le président sénégalais, le président togolais et le président Guino Mbalo, qui a demandé de lui donner le dossier burkinabé, personnellement, pour qu'il essaie de gérer. Je pense qu'aujourd'hui, dans ma compréhension, c'est pas venu par dire encore, s'il vous plaît, revenez dans la CEDEAO. Je pense que ça, c'est définitivement tourné. Je pense que les négociations maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, parce qu'on reste toujours dans le même espace. Absolument. Voilà. Et il y a quand même des éléments dans l'histoire qui peuvent nous renseigner. Prenez la Suisse et l'Union européenne. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle est quand même membre de l'espace Schengen. Absolument. Avec le système de visa. La Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, mais il y a eu des négociations. Il y a des choses, des acquis qui ont été conservés. Des accords. Ouais, des accords. Donc, il n'est pas étonnant que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire décident qu'on supprime le visa. Voilà. Ce que vous dites, et c'est bien parce que ça permet d'apaiser un peu les populations qui sont un peu affolées. Et voilà. Demain matin, quand vous allez partir en Côte d'Ivoire, on ne va pas vous demander un visa forcément. Pas forcément. D'accord. Attendons de voir qu'est-ce que les négociations vont donner. Par exemple, on a le système d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Il y a des relations économiques. Ça ne veut pas dire qu'on va remettre tout ça à plat, mais dans le principe, on va dire, puisque vous n'êtes plus membre de la communauté des choses, c'est comme un homme et une femme qui divorcent. Vous divorcez, chacun fait sa vie. Mais de temps en temps, vous avez des enfants en commun, vous pouvez vous asseoir, parler de l'avenir des enfants, parce qu'il y a un intérêt supérieur. Et je pense que c'est un peu dans ça qu'il faut essayer de voir. Et c'est pour cela que personnellement, j'attends beaucoup de choses de deux côtés. Un, qu'est-ce qu'on met dans le contenu confédération, d'une part. Deux, les médiations des différents présidents, quels sont les sujets qu'ils vont venir aborder. Je pense que ça nous permettra de mieux analyser après. Yamba Cabré, il a dit, même si c'est effectif, les pays de l'AES, c'est sûr qu'ils ne vont plus revenir dans la CEDEAO, mais cela ne veut pas dire que c'est une rupture définitive. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des négociations État par État avec les pays de la CEDEAO qui peuvent aboutir à des accords, supprimer les visas. Ce n'est pas une obligation qu'il y ait forcément instauration automatique des visas. Mais il y a aussi peut-être une autre solution pour ne pas que nos populations s'affolent, c'est qu'il y a le traité de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est complètement différent du traité de la CEDEAO. Et les États de l'AES n'ont pas dénoncé et n'ont pas décidé de partir de l'UEMOA. Et l'UEMOA, c'est 8 pays. Est-ce que ça, c'est une information qui peut aussi peut-être rassurer nos populations? Exactement. C'est-à-dire qu'il y a deux volets très importants sur lesquels je vais peut-être m'appesantir. Il y a le côté intégration, c'est-à-dire libre circulation des personnes et des biens, et aussi l'aspect économique. Mais ce que je voudrais d'abord dire par rapport au discours du président de l'Union, la commission de la CEDEAO, qui n'est pas, c'est pas un décret, c'est pas une résolution, c'est juste il a énuméré des conséquences, des implications qui pourraient peut-être. Mais je trouve que comme M. Dacier le disait, j'ai l'impression qu'en Afrique, on fait plutôt de la littérature que de la politique. Concrètement, qu'est-ce que je vais dire? On a conçu des institutions ou des nations
pour parvenir au développement économique pour le bien-être de nos populations. Les entités étatiques qui relèvent des frontières coloniales dictées à Berlin sont des situations qui sont venues briser des liens familiaux, des liens sociaux et culturels. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO qui est née en 1975, une dizaine d'années après les indépendances, qui proposait un pacte d'intégration économique des peuples, aujourd'hui va se résoudre à sanctionner des populations de la même espace de l'Afrique de l'Ouest parce que 3 pays se sont retrouvés dans une autre communauté. C'est pas faisable. Et je regarde la CEDEAO. Quel est le pays le plus intégrateur de la CEDEAO? C'est bien sûr la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en 90, on a instauré la carte de séjour. Mais on était tous membres de la CEDEAO. On a connu ce que la carte de séjour a causé comme conséquences, comme tracasseries policières, même des incidences politiques et la fraude sur la nationalité ivoirienne. Ça n'a pas empêché la migration vers la Côte d'Ivoire. Et ensuite, rappelez-vous, souvenez-vous, c'est le président Ouattara en 90 qui avait instauré la carte de séjour pour des questions économiques. Aujourd'hui, le président Ouattara est au pouvoir. Il est encore au pouvoir. Et cette situation revient. Je ne pense pas que le président Ouattara serait à l'aise que des situations de tracasserie soient encore d'actualité sous sa mandature. Maintenant, sur les conséquences économiques, n'oublions pas que les pays ont des intérêts. On ne peut pas fermer ses frontières économiques avec une entité parce qu'on n'est plus idéologiquement d'accord. Mais les intérêts se mesurent. Est-ce que la CEDEAO, en tant qu'entité économique, n'a pas d'intérêt avec les pays africains? Est-ce que les pays africains n'ont pas des intérêts économiques avec les pays qui sont restés dans la CEDEAO? Ça va se jouer au niveau des intérêts et des accords peuvent être trouvés. Maintenant, au niveau des relations bilatérales, prenons le cas entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. La Côte d'Ivoire est le pays le plus intégrateur et le Burkina est le pays le plus migrateur où il y a plus de diaspora dehors. Et cette diaspora a majorité en Côte d'Ivoire. Mais entre les deux pays, il y a un traité d'amitié. Les accords de ces traités n'ont jamais été remis en cause. Et ces accords sont encore d'actualité. C'est des centaines d'accords qui ont été... le traité d'amitié de coopération au moins une dizaine d'États qui ont pondu des accords qui sont encore d'actualité sur tous les plans, économique, sécurité, énergie, partage. Ces accords existent. Et n'oubliez pas aussi que en perspective des élections à venir en 2025 en Côte d'Ivoire, on ne sait pas quelle sera la configuration politique de ce pays. Et ce pays est très leader en termes d'intégration. Nous n'oublions pas, la Côte d'Ivoire est un facteur d'intégration très important. D'accord. La question à laquelle on n'a pas répondu, c'est est-ce que si il y a instauration de ces visas entre les pays de la CEDEAO et les pays de l'AES, est-ce que la libre circulation des biens et des personnes, elle, va continuer entre les pays de l'AES et les pays de l'UEMOA qui sont dans un autre traité? Bien évidemment, parce que c'est le même cas que monsieur a dit tout à l'heure concernant la Suisse et le visa Schengen, qui est un espace d'immigration interne. Pourtant, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Donc, la même chose peut se faire au niveau de l'UEMOA, parce que les pays de l'AES sont toujours membres de l'UEMOA. Il y a des institutions encore sous-régionales qui les intègrent. Mettons le cas plus haut. On a l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on fait de l'Union africaine? C'est-à-dire les entités sous-régionales sont faites pour aboutir à l'Union africaine, à l'unité africaine. Est-ce qu'en sortant de l'espace CEDEAO, on est sorti on n'est plus africain? Est-ce qu'on est sorti de l'Afrique? Est-ce que cette solidarité africaine va s'arrêter parce qu'on n'est plus membre de la CEDEAO? Il y a cette entité Union africaine aussi qui peut jouer et qui peut ramener les positions à une dualité non conflictuelle, peut-être conflictuelle pour proposer des thèmes par rapport aux intérêts, mais pas très belliqueux parce que ça ne rapporte pas aux populations.